Docteur Sangaré, est-ce que vous êtes toujours présent? Oui, je suis là. Le point suivant, Tout à on fait. vous écoute, hein? C'est vous qui êtes, Oui, qui êtes effectivement. Donc, je pense qu'on va solide, pouvoir voilà. procéder à la présentation du conférencier. D'accord, ok, merci. Merci Yasmine. Bon, monsieur. Nous avons l'honneur aujourd'hui donc d'accueillir Monsieur Yaya Kone. Ah, on a le même prénom, hein, Yasmine. Tu n'as pas remarqué là? Effectivement, effectivement. Bon, d'accord, voilà. Alors, Monsieur Yaya Kone est un entrepreneur ivoirien qui a cofondé la start-up Coliba. C'est une entreprise alliant innovation et solutions technologiques dans le secteur de la collecte et le recyclage des déchets plastiques. Monsieur Kone est un homme brillant. Il est titulaire d'un executive MBA en marketing et finances internationales à HEC Paris. Avec son équipe, il ambitionne de se positionner comme le leader du recyclage des déchets en Côte d'Ivoire et surtout en Afrique subsaharienne. À ce jour, cette start-up ivoirienne compte 32 salariés, dont 70% des femmes. Ah, ça mérite vraiment des félicitations. Et a créé une centaine d'emplois indirects. Donc voilà, donc en résumé, vraiment la présentation de M. Kone. Donc je pense qu'avec les échanges, il pourra apporter donc davantage d'éclairage sur son parcours ou sur son expérience. Donc voilà, donc Yasmine, je vais m'arrêter. Merci. Parfait. Merci, monsieur. Donc, monsieur Kone, vous avez la parole. Je vous laisse tranquillement réactiver votre micro ainsi que votre caméra. D'accord. Je fais ça. C'est bon. Voilà. Donc, bonjour à tout le monde. Je ne sais pas si vous me voyez, si le son ici il est bon. Tout est bon, vous voyez, monsieur Kone. Parfait, ça marche. Bah, écoutez, donc, merci en tout cas pour l'invitation. Merci à Dr Sangaré qui a fait une brillante introduction, hein. Puis également, merci à toute l'équipe du FONSTI qui m'associe justement à ce webinaire-là pour parler un peu donc, à nos éditeurs des défis et surtout donc, des challenges en termes de success stories donc, sur l'innovation entrepreneuriale en Côte d'Ivoire. Donc, j'avoue, c'est un thème assez intéressant. Et donc, durant les minutes suivantes, donc, je tenterai en tout cas de donner donc, quelques commentaires ou quelques explications sur ce thème-là et en rapport avec ce qu'on fait maintenant en Côte d'Ivoire depuis à peu près 5 ans. Donc, voilà. Donc, effectivement, donc, je suis Yaya Kone, je suis ivoirien. Je suis dans ce qu'on appelle dans le jargon des porteurs de projets à innovation tech, donc des entrepreneurs tech. Et la particularité, c'est que nous, on s'est positionné donc, dans un secteur qui, à nos yeux, est important pour la Côte d'Ivoire, mais également pour le continent. Donc, il s'agit donc des déchets plastiques. Donc, avant d'en arriver là, il faut dire que j'ai eu un parcours professionnel assez atypique, parce que de base, je suis enseignant-chercheur. Donc, j'ai fait des études en anglais. Donc, j'ai un PhD donc, en études anglaises. Et donc, j'ai exercé comme enseignant-chercheur pendant à peu près 6 ans. Donc, avant de basculer, on va dire, dans mon projet entrepreneurial. Voilà. Donc, ça, c'est un peu mon parcours professionnel. Et voilà. Pourquoi, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Bon, bah, je pense que je tenterai donc d'apporter justement ces explications-là au fur et à mesure.
Si vous permettez, je pense que j'ai une présentation donc rapidement qui va me prendre à peu près une quinzaine de minutes sur notre société aujourd'hui pour planter un peu le décor et d'avoir une vue assez globale donc, de ce qu'on fait donc en termes d'innovation. Et après ça, je pourrais bien entendu aborder, revenir sur le thème lié à ce webinaire-là. Donc, je vais essayer de partager un peu mon écran. Voilà. Donc, j'espère que tout le monde voit mon écran. Donc, notre startup, c'est Coliba. Donc, Coliba, on est spécialisé, donc, comme l'a si bien dit Dr Sangaré, donc on est spécialisé donc, dans la collecte et le recyclage de déchets plastiques essentiellement. Et en tout cas, notre vision, c'est du fait du recyclage de manière rassemblée en Afrique. Alors, donc, rapidement, on est parti d'un constat tout simple, c'est que aujourd'hui, les villes donc, de la Côte d'Ivoire produisent à peu près 220 000 tonnes donc, de déchets plastiques par an. Hein? Donc, c'est ce qui est un gros problème. Et vous voyez cette image justement sur ma présentation. C'est une image qu'on a prise cette année, je pense dans le mois de février, hein, juste après une pluie, donc dans le quartier de Yopougon, qui est situé au nord de la Côte d'Ivoire, enfin d'Abidjan. Et donc, on a des tonnes de plastique qui viennent s'échouer malheureusement donc, sur nos plages et on a des tableaux qui ne sont pas aussi reluisants. Donc, voilà. Et la conséquence, c'est que si c'est 220 000 tonnes-là, on a pratiquement 94% donc, de ces déchets qui ne sont pas recyclés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, bah voilà, donc en Côte d'Ivoire, on va retrouver en tout cas 94% donc, des déchets plastiques qui sont générés par nous, hein, par nous, je ne parle de la population, nous en tant que consommateurs. Donc, ces déchets-là, on va les retrouver dans les caniveaux. On va les retrouver également dans des lagunes comme ça, ou carrément, c'est des déchets souvent qu'on retrouve brûlés ou enfouis suite à. Voilà. Pourtant, on sait qu'une bonne gestion de déchets permet donc, dans un premier temps, de préserver l'environnement, ce qui est important pour la planète. Deuxièmement, quand on regarde la stratégie de développement de l'État de Côte d'Ivoire, en tout cas, la gestion des déchets, enfin, la gestion des déchets plastiques permet en tout cas donc, de créer des emplois verts et durables. On se rappelle qu'à l'époque, en 2015, à l'époque, le Premier ministre avait même tablé sur un chiffre de 10 000 emplois, donc directs et indirects, qu'on pourrait créer dans ce secteur-là. Et enfin, l'idée d'avoir une bonne gestion des déchets plastiques permet justement d'aménuiser en fait la santé publique des gens. Parce que quand il pleut et que les déchets jonchent le caniveau, etc., on sait que bon, ben, ça peut être des problèmes de paludisme, etc. Donc, en gros, une bonne gestion optimum des déchets permet de préserver la nature, de créer des emplois verts et durables, mais également d'aménuiser donc la santé publique. Et c'est pour ça que justement, nous, en tout cas avec ma petite équipe, au départ, donc on s'était dit, voilà un problème donc, qu'on a identifié en Côte d'Ivoire et qui n'est pas qu'en Côte d'Ivoire, hein, parce qu'à l'époque, on a fait un peu le tour de l'Afrique subsaharienne, de la Côte d'Ivoire, passant par le Ghana, même à Lagos, au Nigeria. C'était la même problématique. D'ailleurs, vous avez des tableaux qui ne sont pas reluisants, des déchets plastiques, mais à ciel ouvert. Et donc, c'est pour ça que bon, bah, nous, on s'est dit, ce qu'on allait faire, c'était de mettre en place un projet, une solution pour gérer ces déchets plastiques-là. Et donc, la solution qu'on avait pensée, c'était de mettre en place donc, une application mobile. Pourquoi une application mobile? Parce qu'en 2016, quand on a essayé de faire un benchmark hein, au niveau de l'Afrique de l'Est, donc on avait une solution mobile qui avait réussi justement à dématérialiser le secteur de la finance. Donc, je fais référence à l'utilisation du M-Pesa, donc qui est
une sorte de wallet électronique qui permet justement donc, à des utilisateurs d'avoir un compte mobile où on peut créditer et recevoir de l'argent, comme un peu le mobile payment maintenant, qui est un peu divulgué. Et donc, on a pensé à ce système-là. Donc, on s'était dit, pour la gestion des déchets plastiques, on pourrait mettre en place donc, une application mobile pour sourcer donc, les déchets plastiques au dernier kilomètre auprès des ménages, pour la simple raison qu'on n'a pas encore en Côte d'Ivoire, en tout cas, cette habitude du tri sélectif des déchets. Ça veut dire que tous les ménages à la maison, on a une seule poubelle et en fin de journée, quand on regarde la poubelle type d'un Ivoirien, on a des déchets organiques, on a du carton, on a du plastique, des sachets, donc dans la même poubelle. Donc, on n'a pas une politique de tri des déchets. Donc, pour nous, notre application mobile, en tout cas, devrait permettre de mettre en place une solution de tri des déchets à la source. Et c'est pour ça qu'on était parti sur cette application-là. Et on l'a développée. Et je pense que c'est encourageant. Depuis 4 ans, on a à peu près 23 000 utilisateurs actifs donc sur notre plateforme. Hein. C'est-à-dire qu'on a 23 000 utilisateurs qui utilisent notre application tous les jours au quotidien. Et on a une capacité de collecte d'à peu près 200 tonnes de déchets plastiques. Alors, on s'est dit qu'il faut mettre en place un projet inclusif pour permettre à tout le monde de se retrouver dans ce qu'on fait. Et donc, on a mis en place un système de gamification qui permet de convertir les bouteilles récupérées chez un ménage en points. Donc, on va convertir, par exemple, si je me rends chez un ménage A, que je récupère 30 bouteilles de plastique, qui est l'équivalent d'un kilogramme, d'accord? Donc, on va convertir les 30 kilos en points. Et ce point-là, nous, on le convertit en cadeau pour le ménage, pour permettre en tout cas au ménage de continuer à se prêter à ce jeu-là, de tri à la source. Et derrière, ce qu'on a fait, on a essayé de sourcer donc, des opérateurs telco. Donc, en échange des bouteilles plastiques, on donne aujourd'hui de la data Internet. Donc, on a sourcé tous les opérateurs telco qui nous accompagnent sur ce projet-là. On donne également des produits alimentaires de base. Donc, on va donner des bouillons. Donc, on va travailler avec des entreprises agroalimentaires en Côte d'Ivoire. Également, on donne des produits de beauté cosmétique. Donc, l'idée de pouvoir diversifier, nous, en tout cas, la gamme de nos produits, parce qu'on a plusieurs cibles. Donc, on s'était dit à Cocody ou à Yopougon ou à Popo à Tekouvé, j'en passe, ce n'est pas le même besoin. Donc, voilà. Et donc, on a mis en place cette application-là. Et depuis maintenant, depuis cette année, on réfléchit à une nouvelle dématérialisation, on va dire, de la collecte de nos déchets plastiques. Donc, hormis l'application mobile, donc depuis janvier 2021, donc on a mis en place un nouveau modèle de collecte inclusif, donc en Côte d'Ivoire, qu'on appelle Je trie, je gagne. Donc, l'enjeu est là. Donc, l'idée, c'est toujours permettre aux ménages, aux riverains, aux restaurateurs, même aux industriels, de trier et de gagner quelque chose. Voilà. Donc, le projet, c'est de mettre en place donc, des containers. Donc là, on est en train de déployer des containers un peu partout à Abidjan, donc, où on va racheter cette fois-ci des déchets plastiques. C'est-à-dire qu'on donne la possibilité, par exemple, quand Coliba se déplace ses emménages via l'application, en échange des bouteilles plastiques qu'on va récupérer, c'est de la data Internet, c'est par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, des produits dont j'ai cité. Par contre, quand c'est le ménage qui va se déplacer pour venir vers le conteneur Coliba, dans ce conteneur-là, vous avez un gestionnaire de conteneur qui est un salarié de Coliba. Et ensuite, on procède à l'achat, en tout cas, des déchets plastiques. Donc, l'idée, c'est vraiment de donner de la valeur donc, à une bouteille plastique. Et ensuite, on a une première partie de la transformation qui est faite sur place avant de les acheminer à notre usine. Alors, nous, on a voulu partir sur toute la chaîne des valeurs. On s'était dit en Côte d'Ivoire, comme on l'a dit en introduction, on veut vraiment se positionner sur un secteur qui est un marché ou un secteur qui est encore vierge en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis en place, en tout cas, très tôt, donc une usine de recyclage pour permettre justement de pouvoir gérer
donc tous ces déchets plastiques qu'on va collecter. Donc, on a mis en place une usine qui est située à Yopougon, qui a une capacité de transformation d'à peu près 1500 tonnes de déchets plastiques. Donc, on va produire ce qu'on appelle des produits semi-industriels qui vont permettre donc, à des industriels qui vont les récupérer pour faire des emballages plastiques ou même les intégrer pour faire une nouvelle bouteille plastique. Donc, on est dans un cercle vers ce qu'on appelle l'économie circulaire qui permet justement de ne pas avoir des déchets, en tout cas, dans la nature. Au-delà donc des containers, donc on travaille également avec des stations. Donc, on va travailler avec toutes les marques de stations en Côte d'Ivoire pour mettre en place en tout cas des box de collecte dans ces stations-là, pour permettre en tout cas aux Ivoiriens et aux Abidjanais en particulier, parce qu'on est pour le moment à Abidjan, pour les permettre en tout cas d'avoir des infrastructures pour déposer les bouteilles plastiques. Donc, en tout cas, notre objectif, c'est vraiment de garder la Côte d'Ivoire propre, ça nous tient à cœur. Et en tout cas, au-delà de ça, de pouvoir en tout cas collecter plus de 10 000 tonnes de déchets plastiques par an. Donc, ça, c'est notre premier objectif. Le deuxième objectif, c'est de créer des emplois verts et durables. On l'a dit tout à l'heure, notre modèle, en tout cas, c'est de pouvoir travailler avec le maximum donc, de femmes. Donc, aujourd'hui, on a à peu près 32 salariés en full capacité, hein, c'est-à-dire qu'à temps plein. Et on a 73% du personnel qui est des femmes. Même notre responsable de l'usine est une femme. On a fait le pari de mettre en tout cas une dame comme responsable en tout cas de l'usine. À long terme, sur 2-3 ans, l'idée en tout cas, c'est de pouvoir, à travers notre projet de container, créer en tout cas 200 emplois à temps plein. Et un troisième objectif, c'est bien entendu générer des revenus récurrents pour plus de 650 collecteurs existants. Donc, je sais que vous voyez ces images, on a l'habitude de voir des images comme ça à Abidjan quand on passe, des dames qui ont des sacs sur la tête avec des bouteilles plastiques. Donc, c'est parce que nous, on veut voir en tout cas dans les années à venir. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir sensibiliser ces dames-là, les former donc, à un nouveau métier qui est le métier du tri des déchets, donc pour pouvoir permettre en tout cas à ces dames-là d'avoir en tout cas un revenu assez récurrent. Tout ceci est bien entendu soutenu par un objectif de sensibilisation. Donc, on a mis en place un programme qu'on appelle Protège ta planète. C'est un programme à orientation pédagogique qui permet de sensibiliser les gamins dans les écoles, dans les lycées, les collèges et l'université. Et en tout cas, l'objectif à travers ce programme-là, c'est l'éveil sur les enjeux liés à la préservation de l'environnement. Donc, on a un programme assez ambitieux sur 5 ans de pouvoir toucher à peu près 1 million d'élèves en Côte d'Ivoire. Et puis, voilà, comme je l'ai dit, on promeut en tout cas des éco-gestes, le tri des déchets plastiques dans les écoles. Au-delà de ça, donc, on va mettre également des box dans ces écoles-là pour faciliter encore le tri à la sauce donc auprès des enfants. Et depuis à peu près maintenant 2 ans, en tout cas, on a accompagné avec des marques pour ce programme-là. Et puis, ça, c'est vraiment la vision globale sur les investissements d'ici 2025. Et puis, on a un programme assez ambitieux. Donc, on a commencé à déjà installer 30 box, cibler 20 000 élèves étudiants et puis collecter à peu près en moyenne 15 tonnes de déchets plastiques avec un contenu assez diversifié, des jeux qui permettent à des enfants de faire en tout cas de l'éveil au niveau des éco-gestes. On a des concours, on met en relation donc des écoles pour des concours pour voir des initiatives qui permettent justement de nous réinventer dans notre modèle de présentation de ce contenu-là. Et puis, depuis 3 ans, Coliba, c'est à peu près 2 millions donc, de bouteilles qu'on a recyclées. On a, comme on l'a dit tout à l'heure, 75% des femmes. On a plus de 6 000 étudiants sensibilisés dans le cadre de notre projet. Et puis, on a à peu près distribué à plus de 150 millions de francs CFA en termes de revenus générés pour nos collecteurs. Et puis, bien entendu, on travaille avec pas mal de marques en Côte d'Ivoire et à Abidjan qui nous accompagnent sur ce projet. Donc, ça, c'est l'équipe management. Donc, moi, je suis le cofondateur et le PDG donc, de Coliba. Et ensuite, on a mes associés, Genesis, qui est en charge des investissements, et justement Zoé, qui est la responsable de l'usine, et Charles Martin,
qui nous a rejoint cette année comme directeur des opérations. Donc voilà un peu merci. En tout cas, voilà un peu de façon résumée ce qu'on fait donc, au niveau de Coliba. Voilà. Donc, je vais revenir à proprement dire sur le thème qui est le défi et challenge des success stories en termes d'innovation entrepreneuriale en Côte d'Ivoire. Déjà, je vais axer mon intervention sur deux axes. Donc, l'axe numéro 1, c'est de faire rapidement un état des lieux, en tout cas de l'écosystème, en tout cas entrepreneurial en Côte d'Ivoire. Quels sont les défis, quels sont les challenges? Et sur le deuxième volet, je pourrais bien entendu, en tout cas, donner des petits conseils au vu de mon expérience, pour que la plupart d'entre vous qui me suivent, en tout cas, vous puissiez éviter, en tout cas, des erreurs de départ, en tout cas, pour pouvoir arriver. En tout cas, n'hésitez pas, je ne sais pas, Madame Touré, s'il y a des questions au passage, donc je souhaiterais que ça soit vraiment… il y a de l'interaction entre moi et vous, donc je ne veux pas seulement monopoliser la parole. Donc, s'il y a des questions, bien entendu, je vais prendre les questions au fur et à mesure. Voilà. D'accord, bon, c'est parfait. Je vous laisse continuer peut-être, et puis quand les questions vont affluer, je vais pouvoir justement vous les communiquer. Très bien, très bien. Alors, quand on parle des défis et des challenges liés donc, aux success stories en Côte d'Ivoire, déjà, on va partir, je vais vous donner une vue globale en fait déjà de l'écosystème entrepreneurial en Afrique subsaharienne. Hein. Vous savez que depuis l'année dernière, donc, on a été sévèrement frappé par une crise sanitaire donc, liée à la COVID-19. Donc, bien entendu, hein, c'est qu'il y a eu un ralentissement économique pas forcément qu'en Côte d'Ivoire, mais dans le monde entier. Et cette crise-là a rebattu un peu les cartes, on va dire, en termes d'accompagnement ou en termes de financement donc des startups en Afrique. Et le constat qu'on a fait, c'est qu'en marge donc, de la COVID-19, en tout cas, selon le rapport de Disrupt Africa, donc, qui est… Et Disrupt, en tout cas, qui est un organisme qui, en tout cas, qui fait pas mal d'études assez intéressantes sur l'écosystème entrepreneurial en Afrique de façon globale. Donc, on va dire l'année dernière, en 2020, les startups africaines, hein, en tout cas, ont cumulé à peu près plus de 700 millions de dollars. On a levé plus de 700 millions de dollars en Afrique. C'est-à-dire que les startups africaines ont levé 700 millions de dollars. C'est vraiment un record incroyable. Et quand on regarde justement un peu plus près sur ces chiffres-là, on se rend compte qu'on a 4 pays africains qui se positionnent en tout cas. Donc, on a 392 startups en tout cas qui ont levé ce montant-là. Et quand on regarde la clé de répartition des pays justement qui ont contribué à cette levée de fonds-là, donc bien entendu, vous avez l'Afrique de l'Est, donc avec un pays qui arrive en tête, le Kenya, qui est un hub aujourd'hui, en tout cas en termes d'entrepreneuriat, d'innovation entrepreneuriale africaine. Donc, on a le Kenya qui arrive en tête. On a ensuite le Nigeria, donc l'un des premiers pays en Afrique subsaharienne, donc le Nigeria. On a aussi l'Égypte. Et puis, je pense qu'on a un autre pays qui est l'Afrique du Sud. Voilà, donc l'Afrique du Sud. Donc, c'est 4 pays qui arrivent. Malheureusement, on n'a pas des pays francophones. Donc, je fais référence à la Côte d'Ivoire, je fais référence, par exemple, au Sénégal ou d'autres pays, j'en passe. Donc, on n'a pas eu, en tout cas dans la clé de répartition, on s'étonne toujours de ne pas voir en fait des startups francophones, en tout cas participer donc, de façon active, on va dire, à ce mouvement qui dure à peu près maintenant une dizaine d'années. Et donc, le constat qu'on fait, c'est de dire qu'en termes de défis et de succès, on ne dira pas parce que c'est pas parce qu'on n'a pas de start-up venant de la Côte d'Ivoire ou du Sénégal qui n'ont pas levé le million de dollars et que rien n'est fait en Côte d'Ivoire. Non, ce n'est pas ça. La raison, personnellement, ça n'engage que moi. Le problème, il est ailleurs. Donc, ça peut être structurel, ça peut être
ça peut être structurel. Quand je dis structurel, déjà, ça peut être un point de vue vraiment plongé sur le dynamisme de l'écosystème entrepreneurial en Côte d'Ivoire. Peut-être qu'on n'a pas encore des projets assez matures. Je sais, enfin, en tout cas, c'est des questions qu'on se pose tout le temps. Est-ce qu'aujourd'hui, on a suffisamment un écosystème, enfin, je vais dire, un cadre d'environnement, un cadre d'environnement, est-ce qu'on a un cadre juridique, est-ce qu'on a un cadre, est-ce qu'on a des investissements, on a un cadre d'investissement propice lié à l'investissement de ces startups-là. Et quand on regarde de plus près, la Côte d'Ivoire valide tous ces cases-là. Effectivement, l'État de Côte d'Ivoire, en tout cas, dans son approche, met en place en tout cas un cadre réglementaire pour favoriser en tout cas comment je vais dire ça, pour favoriser, pour attirer en tout cas des investisseurs ou des investissements. Donc là n'est pas le problème. Aujourd'hui, je pense qu'on a un guichet unique donc, qui permet en tout cas à ceux qui veulent entreprendre donc de créer rapidement une entreprise, c'est qui est un record. On a aujourd'hui l'État de Côte d'Ivoire qui a mis en place donc, des agences donc, qui permettent justement d'accompagner donc, des porteurs de projets. Donc, juridiquement, ou quand on regarde un peu plus dans le panier, en tout cas, on valide toutes les cases et on s'est dit, mais où est le problème en fait? Donc, pour amener ici, moi, la première interrogation que je me suis posée, est-ce que ce n'est pas, par exemple, le positionnement donc, de ces projets-là, peut-être qui ne cadrent pas avec le marché, parce que peut-être qu'on n'est pas sur un bon marché, on n'est pas sur un bon positionnement. Après, il faut regarder un peu de près ce qui porte le projet. Est-ce qu'on a justement un écosystème qui permet d'encadrer des incubateurs ou des accélérateurs, en tout cas, qui permettent en tout cas d'accompagner dans ces porteurs de projets-là. Donc, ce qui fait qu'on a l'impression depuis à peu près des années, qu'en Côte d'Ivoire spécifiquement, on est un peu en veilleuse, comparé en fait donc à des pays comme le Nigeria, le Kenya, etc. Et donc, c'est pour ça, nous, en tout cas, avec mon équipe, hein, on s'est mis on a une pression incroyable. Donc, en termes de résultats, en termes d'objectifs, etc. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, en introduction, nous, on essaie de mettre en tout cas la barre haute pour être très ambitieux, pour avoir un projet mais assez complet qui, on espère aussi, pourra attirer en tout cas des investisseurs. Donc c'est un peu ça. Donc, pour revenir au thème, je pense que les défis aujourd'hui liés aux success stories des projets entrepreneurs en Côte d'Ivoire, il faut dans un premier temps identifier en tout cas de bons projets. Ensuite, structurer ou encadrer dans ces portées de projets-là. C'est très important. Par expérience, quand on regarde aujourd'hui, depuis à peu près 10 ans, en tout cas les dizaines de projets qui portés par des entrepreneurs ivoiriens, quand on regarde le background, quand je dis comment je dis ça en français, le background, c'est le parcours professionnel ou voilà, l'expérience professionnelle de ce porteur de projet-là. C'est des gens qui ont potentiellement eu 2, 3, 4 ans d'expérience dans la vie professionnelle avant de se lancer. Donc, ce qui fait qu'on a des erreurs qui sont assez limitées. Par contre, quand vous revenez, quand vous partez au Nigeria, hein, moi, j'essaie de regarder un peu la plupart les top 100 des startups là, qui ont levé de l'argent dans ces pays dont j'ai cité tout à l'heure. Vous allez voir, c'est des gens qui, après les études, ont eu une petite expérience, ne serait-ce qu'une petite expérience. Et cette petite expérience-là ont permis dans la majorité à ces personnes-là de pouvoir éviter des erreurs comme ça. Quand on parle d'erreurs, c'est quoi? C'est par exemple des erreurs de gestion, des erreurs de management. Parce que voilà, aujourd'hui, quand on a un diplôme, le diplôme ne suffit pas. Donc, on parle de skills, de compétences. Donc, quand je sais, par exemple, dans mon équipe, je n'ai pas un comptable, donc peut-être que je vais recruter un comptable.
c'est de l'argent. Donc, quand on commence un projet, je sais qu'on n'a pas d'argent. Donc, il faut se faire accompagner. Donc, les structures d'accompagnement, justement, permettent de pouvoir régler ces problèmes de structuration et d'accompagnement. Donc, je me dis, c'est ce qui fait que, au niveau des défis, en tout cas, c'est ce qui ressent un tout petit peu. Et je me rappelle en 2019, on avait fait un symposium, en tout cas avec des amis, en tout cas entrepreneurs en Côte d'Ivoire, et avec aussi des cabinets de conseil ici. Et la conclusion, c'était qu'il fallait en tout cas mettre en place des organismes, en tout cas, spécialisés, mais vraiment spécialisés de A à Z dans l'accompagnement justement de ces porteurs pour les porteurs de projets. Parce qu'on a des aspirants entrepreneurs qui ont une idée, après il faut restructurer l'idée pour en faire des entrepreneurs et pour en faire un business qui marche. Surtout, c'est important. Au-delà de l'entrepreneuriat, je pense qu'on est aussi des hommes, des chefs d'entreprise. Donc, qui dit chef d'entreprise, il faut faire marcher, il faut faire marcher l'entreprise. On ne crée pas une entreprise pour qu'elle soit à perte, etc. Donc, voilà. Donc, il faut des structures, que ce soit… Moi j'aime bien l'idée du mixte, des structures hybrides, hein, à la fois publiques et privées, qui vont permettre en tout cas d'accompagner donc ces porteurs de projets-là pour en faire demain, en tout cas, voilà, des chefs d'entreprise aguerris. Et je pense que ça fait partie de la stratégie globale de l'État de Côte d'Ivoire, en tout cas de créer un cadre propice pour que demain, on arrive à faire de la jeunesse ivoirienne une jeunesse entreprenante, etc. En termes de challenge, en termes de challenge, je dirais qu'aujourd'hui, le challenge auquel on est lié, moi, je le mets à la fin. Parce que généralement, quand on discute, on va dire, oui, c'est vrai, on a les idées, mais on manque d'argent. On n'a pas d'argent pour se faire financer. Je pense qu'aujourd'hui, il faut réfléchir autrement. Il faut inverser, en fait, les choses. Il faut pas, dans un premier temps, je sais que ça va être un peu plus compliqué à avaler ce que je dis, mais dans un premier temps, il ne faut pas penser tout de suite à l'argent. Il faut penser dans un premier temps au marché. Le projet que je suis en train de mettre en place, est-ce que c'est un projet porteur? Est-ce que c'est un projet est-ce que c'est une niche? Voilà. Est-ce que ce problème-là, la solution que je vais apporter est une solution qui fit ou qui cadre avec, par exemple, l'orientation stratégique du développement de la Côte d'Ivoire sur 5 ans, 10 ans, 20 ans. Donc, il faut se poser les bonnes questions. Donc, en termes de challenge, il faut encore aller dans des réflexions un peu plus poussées pour mettre en place, en tout cas, des projets qui apportent, en tout cas, de la valeur ajoutée à notre pays. Aujourd'hui, c'est ça. Il y a pas mal de thèmes qui reviennent. Vous voyez qu'aujourd'hui, par exemple, au départ, j'ai dit, par exemple, les startups africaines ont levé 700 millions de dollars. Quand on a regardé de plus près, les niches des startups qui venaient en tout cas en première ligne, c'était de la fintech. On sait qu'aujourd'hui, c'est un défi pour le continent, en fait. Comment mettre en place des solutions de dématérialisation, en tout cas de la finance, pour avoir une finance inclusive en Afrique? Qu'on soit en Afrique du Sud, au Mali ou en Guinée, on a les mêmes problématiques. Donc, vous voyez, c'est un peu ça. Donc, il faut avoir, pour moi, le challenge, c'est ça. Il faut avoir des projets qui ont un lien avec des problèmes spécifiques et trouver de la valeur ajoutée. Une fois qu'on a trouvé de la valeur ajoutée, après, tout ce qui est accompagnement, financement, moi, j'appelle ça des agrégats qui vont venir justement permettre soit de se faire bien conseiller aujourd'hui, etc. Donc, voilà. Donc, je m'arrête là dans un premier temps. Je ne sais pas s'il y a des questions, je les prends avant de pouvoir continuer. Oui, tout à fait, Monsieur Koné. On va avoir, ça y est, je suis là. On va avoir des questions, Ouais. justement. Donc, bon, là, on a un spectateur anonyme qui nous demande, est-ce que vous envisagez des partenariats avec des acteurs publics comme les campus universitaires sur des modèles similaires à ceux des stations-service pour la sensibilisation des jeunes d'une part, mais aussi la collecte, bien sûr, et pourquoi pas créer des emplois étudiants. Donc, voilà.
D'accord. Donc, je vais répondre. Donc, ce que je vais faire, je vais répondre au fur et à mesure, hein. Donc, les questions qui viennent, j'apporte des réponses et ensuite on passe euh, aux questions suivantes, bien entendu, s'il y en a. Alors, oui, effectivement, c'est quelque chose auquel on pense. On va encore plus loin. Justement, je dis tout à l'heure, on a un programme de sensibilisation, hein, qu'on appelle Protège ta planète. Donc, ce n'est pas un programme qui est orienté exclusivement vers les gamins. Tout à l'heure, j'ai dit c'est toute la chaîne de valeur, en tout cas au niveau de l'éducation nationale. Donc, on est présent, en tout cas du primaire jusqu'à l'université. Et aujourd'hui, donc, on a même entrepris des démarches donc, avec l'université de Cocody, d'Abobo à Djamé, pour avoir des ambassadeurs, justement Coliba. Et ces ambassadeurs-là vont initier donc, des séances de formation et de sensibilisation donc, auprès de leurs camarades étudiants. Donc, à la sortie justement de cette campagne de sensibilisation et de formation, en tout cas, les étudiants qui auraient montré leur engouement, donc nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est en tout cas d'avoir permettre à 3 étudiants qui auraient montré leur engouement donc face à ce programme-là, d'avoir la possibilité de faire des stages, en tout cas chez Coliba. Donc, on est toujours dans cette optique, en tout cas, d'avoir de la valeur, de toujours avoir de la valeur ajoutée sur ce qu'on fait. Voilà. Donc, on ne se contente pas seulement de faire de la sensibilisation auprès des étudiants, mais on regarde les étudiants qui sont plus déterminés, qui vont permettre en tout cas de convaincre le maximum d'étudiants de faire du tri sur le campus, etc. Et à la fin du trimestre, on regarde et puis on a des stages qu'on propose donc, à ces étudiants-là. C'est des stages d'immersion pour déjà voir c'est quoi une entreprise de recyclage, comment ça fonctionne, etc. En tout cas, donner de l'appétit donc, à ces étudiants. Oui, donc en gros, c'est quelque chose qu'on fait. Et depuis le mois de janvier, on est en relation, en tout cas, avec l'Université de Cocody dans ce sens. D'accord, merci Monsieur Koné. Alors, on a une autre question de Monsieur Abou Diomandé qui demande, qui souhaiterait savoir si les actions sont limitées à la ville d'Abidjan. Alors, les actions ne sont pas limitées qu'à Abidjan. Pour le moment, alors, je vais vous expliquer. Pour le moment, c'est vrai qu'on est focus sur Abidjan pour une raison très simple. La présentation que j'ai montrée tout à l'heure, j'ai dit qu'on a 220 000 tonnes de déchets plastiques produits par an en Côte d'Ivoire. D'accord? Ça, c'est toute la Côte d'Ivoire. Quand on se concentre sur Abidjan, Abidjan, c'est à peu près 80% du PIB de la Côte d'Ivoire. OK? Donc, ce qui veut dire qu'on a une forte concentration, en tout cas, de génération de déchets qui vient à partir d'Abidjan. Et donc, c'est pour ça que pour le moment, on est vraiment focus sur Abidjan. On veut vraiment faire de bonnes choses sur Abidjan. Mais aujourd'hui, on est un peu présent sur la côte. C'est-à-dire qu'on part de Dabo jusqu'à Assini, on passe par Abidjan. Donc, voilà. Donc, le projet que nous sommes en train d'expandre, c'est Dabo, c'est Jacquesville, c'est Abidjan, Beaunois, Bassa, Massini, parce que sur la côte, vous voyez que voilà, donc on a pas mal donc, de déchets qui viennent, vu qu'on a des côtes sur ces principales villes-là, donc on a des déchets plastiques qui viennent se chouer. Donc c'est pour ça que pour le moment, stratégiquement pour nous en tout cas, on est présent sur cette zone-là et bien entendu, dans notre stratégie de positionnement, l'idée c'est vraiment de pouvoir être partout en Côte d'Ivoire, mais on s'est dit, on va arriver à ces caps-là si aujourd'hui on a une capacité de collecte d'à peu près 30%, si on dépasse 30% de captation de déchets à Abidjan, oui, demain, on ouvre Yamoussoukro, Bouaké, San Pedro, Korogo et Odiéné, pourquoi pas. Oui, voilà. Donc, ça va se faire de façon progressive. Alors, on a une autre question, merci Monsieur Koné, de Monsieur Martial Atsé, qui demande pourquoi pas plaider pour des modules de formation dans le cursus des étudiants à l'université via vos partenariats avec les universités. Alors, nous, on est une entreprise, d'accord? Une entreprise vient en appui sur l'existant. Donc, nous, ce n'est pas notre cœur de métier, en tout cas, de faire de la formation. Ce n'est vraiment pas le cœur de métier. Nous, on vient en appui, par exemple, sur une formation, mais pas élaborée sur, par exemple, des éco-GEX, etc. Donc, on vient en appui de ce qui existe déjà. Donc, en tout cas, on n'est pas
on n'est pas les mieux, en tout cas, placés pour proposer un contenu, mais vraiment tout en un, en tout cas à l'université. Ça, ce n'est pas vraiment notre savoir-faire. Mais par contre, nous, on pourrait justement venir en aide si, quand je regarde l'Université de Cocody, en fonction des UFR donc, qui existent, hein, des départements qui existent, on pourrait nous proposer des idées, on pourrait venir en appui sur des contenus donc, auprès des départements qui ont voilà, impliqués en tout cas dans tout ce qui est préservation de l'environnement, etc. Donc voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu, à la question, mais en tout cas, c'est un peu ça. Oui, je pense bien que oui. Alors, on a une autre question de Massé Diomandé qui demande, qui souhaiterait en savoir plus sur l'application mobile et le lien avec les déchets plastiques. D'accord. Alors, l'application mobile, comme je l'ai dit, c'est toute simple, hein. Donc, c'est une application toute basique. Elle est disponible sur Store, hein, sur tous les stores, sur les téléchargements. Toute simple à télécharger. Vous êtes chez vous à la maison, vous avez des bouteilles plastiques, vous faites une collecte de demandes et ensuite, nous, on vient les récupérer en fonction de la zone. Et bien entendu, on demande aux utilisateurs d'avoir un minimum de bouteilles avant qu'on vienne. Donc, c'est aussi simple. Au départ, j'avoue que ce n'était pas évident pour nous. Donc, vous voyez, ce qui est intéressant au niveau des startups, c'est ça. On éprouve toujours des modèles. Donc, quand on avait commencé l'application au départ, c'était assez compliqué. Donc, dans l'optimisation, en tout cas, nous, de nos flux logistiques, aujourd'hui, on fait la collecte par zone, c'est-à-dire que vous êtes à Yopougon, c'est tous les lundis, à Cocody, tous les mardis, c'est Cocody, mercredi, etc., etc. Donc, voilà, donc, on a mis en place ce système de récupération de GC pour, en tout cas, optimiser nos coûts logistiques. Donc, pour M. Diomandé qui a demandé le lien, c'est tout simple, c'est de taper Coliba donc sur App Store ou Google Play, vous avez l'application, elle est très intuitive et puis bon, vous vous laissez guider par elle-même jusqu'au bout du process. Le lien avec les déchets plastiques, c'est simple parce qu'on s'est dit, bon, aujourd'hui, on a une pénétration d'Internet qui est très forte en Afrique subsaharienne, quand on est en Côte d'Ivoire. Une personne sur deux aujourd'hui, hein, minimum au moins un petit smartphone. Donc voilà, et c'est pour ça qu'on a proposé cette application-là. Avec le partenariat qu'on a avec nos opérateurs telco, pour des personnes même qui ont un téléphone basique, on a un système de colis SSD qu'on a testé aujourd'hui pour permettre à des personnes qui n'ont même pas de smartphone d'avoir juste via un colis SSD, donc de pouvoir bénéficier de nos services. Donc, voici un peu le lien. Le lien avec les déchets, c'est qu'on s'est dit, permettre aux Ivoiriens de faire le tri des déchets. C'est un peu ça. Voilà, c'est le lien avec les déchets plastiques. Je pense qu'on va pouvoir prendre une dernière question de M. Hatsé qui demande est-ce que les projets des startups ne doivent pas se focaliser sur le plan national de développement? Plan national de développement, c'est oui, 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 oui. De toute façon, quand vous avez un projet qui cadre avec les orientations de développement du pays dans lequel vous êtes, bien entendu, ça veut dire que vous croyez au marché, vous croyez au positionnement, la niche, elle est là, etc. Donc, l'idée d'une startup, après, c'est pas l'idée d'une startup, vous voyez, il y a ce modèle en anglais, to scale, comment je dis ça en français, d'expandre le projet. Ça veut dire qu'on a mis en place un projet en Côte d'Ivoire, on a éprouvé le modèle économique, ça marche. Demain, même qu'on soit à Singapour, qu'on soit à Conakry, on peut mettre en place ce même projet. Donc, il faut toujours avoir cette vision globale, même si on pense localement. Voilà, donc c'est vrai, oui, il faut avoir un projet en lien avec les stratégies de développement d'un pays spécifique, je suis d'accord, mais dans la tête aussi, il faut se dire qu'on a quand même, on est quand même en mesure d'offrir aussi un projet qui est duplicable, voilà, qui est duplicable, réplicable dans plusieurs pays. Donc, c'est comme ça qu'on va arriver, en tout cas, à avoir de bons projets et bien entendu, stimuler surtout nos économies de façon locale. Voilà.
Parfait. Merci, Monsieur Connier. Nous avons une autre question de Dr Roch Florent qui demande quelle doit être véritablement la vision globale jusqu'en 2025, voire 2030 pour diversifier l'écosystème ivoirien. Très belle question. La vision globale, je les mets dans un tableau de bord sur 3 axes. Premier axe, aujourd'hui, il faut accentuer la création, en tout cas, que ce soit public ou privé. Moi, j'aime bien ce modèle hybride qui permet d'avoir des centres d'accompagnement, ce qu'on appelle en langage clair et simple, donc des incubateurs, des accélérateurs, publics et privés, avec un modèle d'accompagnement qui est assez homogène. Ça aussi, c'est un problème qu'on a identifié. Donc, dans un premier temps, il faut avoir ça. Deuxièmement, à l'instar des pays comme la Tunisie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, en tout cas, à ma connaissance, nous, on a proposé, en tout cas, à l'État de Côte d'Ivoire, d'avoir un Startup Act à l'ivoirienne qui permet d'avoir un cadre réglementaire assez optimum pour les porteurs de projets. Et voilà, c'est sur des projets sur lesquels on a eu à travailler donc, avec pas mal de ministères pour mettre en place un Startup Act à l'ivoirienne. C'est-à-dire que ce Startup Act-là va permettre d'encourager l'initiative entrepreneuriale et innovante en Côte d'Ivoire, deuxième case. Et enfin, troisième case, c'est de pouvoir avoir une flexibilité d'accompagnement financier, quand même, il faut le dire, cette flexibilité d'accompagnement financier pour ces porteurs de projets. Parce qu'il arrive qu'on ait des bons projets, mais à la fin, le processus de financement est tellement compliqué qu'on se perd. Vous voyez que le financement d'une start-up est très différent du financement d'une entreprise classique, d'une PME. Aujourd'hui, les startups, c'est des modèles économiques qu'on ne maîtrise pas trop, qui sont tout en perpétuel changement. Voilà. Donc, le mode de financement, il est très différent d'un mode de financement classique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut peut-être avoir un réseau d'investisseurs ivoiriens, ce qu'on appelle des venture capital. Donc, il faut avoir des VC ivoiriens, il faut avoir un vrai réseau d'investisseurs ivoiriens qui vont faire confiance, qui vont aussi prendre le risque, c'est aussi ça le jeu, qui vont prendre le risque aussi d'accompagner donc des porteurs de projets. Donc, voici un peu, pour moi, en tout cas, les 3 cases qu'il va falloir valider d'ici, en tout cas, 2025-2030, pour qu'on ait un écosystème dynamique et capable aussi de, pourquoi pas, de rivaliser des écosystèmes aussi émergents comme le Nigeria, le Kenya ou, je ne sais pas, la Tunisie dans les années à venir. Parfait, merci Monsieur Connier. Alors, on a une autre, bon là c'est plutôt une question de Missa Joa Camille Quadio qui dit, voilà, bonsoir à tous, nous sommes une ONG dont l'objet est l'entrepreneuriat durable des jeunes et des femmes. Nous avons un projet dans ce domaine, mais avec pour aboutissement le compostage. Pourriez-vous nous accompagner techniquement dans la réalisation du projet? C'est une petite demande, voilà. Bon, je pense que ça, c'est plutôt une demande. Oui, pas de problème. Hein. Je pense qu'on pourrait partager nos coordonnées et puis je pense que oui, après, pourquoi pas. Conseiller, oui. En tout cas, c'est notre devoir aussi de pouvoir conseiller des gens qui veulent se lancer afin d'éviter des erreurs, etc. Donc oui, pas de problème. Hein. Donc, c'est quelque chose qu'on est disposé à faire, en tout cas en offre. Bon, c'est parfait. Je pense qu'on a quasiment fait le tour des questions. En tout cas, si vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Nous allons pouvoir justement les transférer à Monsieur Connier, qui, je pense, voilà, pourra tranquillement y répondre. Docteur Sangaré, est-ce que vous êtes toujours là? Non, je suis là, Yacine. Je suis là, Yacine. C'est très intéressant. Alors, je voudrais vraiment remercier le conférencier. J'ai aussi noté une question, je vais donc essayer de répondre. C'est la question des attestations de participation. Donc, il y a certains participants qui souhaitent quand même qu'on puisse leur délivrer des attestations de participation. Donc, Yacine, je pense qu'il faut regarder cet aspect. Hein. Il y a certains canaux de gens, parce que parmi nos participants, il y a des universitaires. Tout à fait. Donc, ils peuvent utiliser ces documents au niveau du CAMES ou d'autres instances d'évaluation. Voilà. Exact. Voilà. À part ça, non, moi, je voudrais vraiment féliciter
M. Koné, parce que j'ai beaucoup appris. Je pense que vous également, hein, participants. Donc, ça, félicitations un peu à Yacine, parce que c'est toi qui nous a orienté un peu sur ce thème. Je vois que au niveau même de tes TDR, tu avais rappelé que le jeudi 22 avril 2021, c'était la journée internationale de la Terre, c'est ça? C'est ça. Voilà. Voilà. Et que donc, c'est important donc, d'encourager, de participer, de partager les initiatives d'innovation et d'entrepreneuriat qui participent à l'atteinte des ODD, notamment ces ODD relatifs au développement durable. Donc, vraiment, grand merci à notre conférencier d'aujourd'hui qui nous enrichit. Vous voyez, ça me fait plaisir et ça me rassure. Ça veut dire que nous avons en Côte d'Ivoire vraiment des ressources humaines de qualité. Et c'est la ressource la plus importante pour un pays comme le nôtre. Donc, nous souhaitons qu'on parle davantage des personnes comme M. Koné. L'autre jour, à la cérémonie de remise, n'est-ce pas, des distinctions aux jeunes filles scientifiques, je disais que la musique, c'est important, le sport, c'est important, mais vraiment, il faut que de plus en plus nous mettons l'accent sur le cerveau ivoirien, sur le cerveau de nos jeunes ivoiriens. C'est important. C'est important. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas chanter de zoulou, chanter des coupés décalés, sportifs, tout ça. Parce que ce sont les mots. Voilà. Bon, et vraiment, moi, je crois que notre jeunesse a plus besoin de valeurs et de modèles que de chèques. Voilà. Voilà, ça, c'est ma conviction profonde. Vous voyez, à chaque crise en Côte d'Ivoire, la jeunesse est instrumentalisée, parce que les gens manquent de valeurs, manquent de repères. Mais quand vous avez des jeunes comme M. Koné devant vous, vous dites, ah, mais voilà, mais il est comme moi, il a réussi. Aujourd'hui, il emploie 32 personnes. Il vise à employer 200 personnes. Il a dit, mais attendez, donc, on n'a pas besoin forcément d'aller à un meeting politique, tout ça pour réussir. Vous voyez? Non, c'est vrai. Donc, moi, le message, je viens vraiment en appui. Je suis admiratif. J'admire ce que vous faites. Créer de la valeur, créer de la richesse. C'est comme ça qu'on développe un pays. C'est pas autre chose. C'est pas autre chose. Même pour financer de la recherche, le financement de la recherche, ce financement public, il vient des impôts que les entreprises payent. Si les entreprises ne sont pas créées, comment on va financer la recherche? Donc, vous êtes un acteur qui contribue à instaurer un cercle vertueux en Côte d'Ivoire. Et donc, moi, je voulais vous remercier, vous féliciter. Je dis que vous êtes le type de modèle dont notre pays a besoin. Nous voulons en Côte d'Ivoire que notre jeunesse rompe, n'est-ce pas, avec la logique du raccourci. Parce que chez nous, ici, c'est l'argent facile. Voilà. Et on aime les raccourcis, il y a des gens, ils n'ont rien jamais travaillé. Bon, ils veulent être milliardaires. Donc, ça, c'est pas bon. Donc, vous voyez, j'aime votre parcours. Moi, ça m'intéresse. C'est pas atypique. Au contraire, c'est ça qu'il faut. C'est-à-dire, vous étiez enseignant-chercheur, vous avez un doctorat, vous étiez enseignant-chercheur. Donc, bon, vous avez dit à un moment, écoutez, ça, j'ai fait, mais j'ai envie d'explorer d'autres horizons. Et vous, aujourd'hui, vous êtes chef d'entreprise. Mais demain, vous pourrez être un homme politique, comme aux États-Unis. Les gens font les va-et-vient entre le secteur privé et l'administration, ainsi de suite. Mais c'est ça, c'est-à-dire l'administration ivoirienne a besoin de talents comme vous, le secteur privé aussi a besoin de talents des universitaires, de nos chercheurs. Donc il faut que chacun bouge, on bouge, n'est-ce pas? Qu'on arrête de se cantonner ou de se cloisonner dans son milieu d'origine. Donc Yasmine. Oui, monsieur, je suis toujours là. Voilà. Donc, moi, je voulais vraiment que vous transmettez tous les remerciements du FONSTI à M. Koné. Et puis, il faut voir concrètement comment nous pouvons l'aider. Voilà. Parce que, voilà, c'est beau, c'est bien beau les discours, mais est-ce que, voilà, ensemble, nous pouvons poser un acte concret? Tout à fait. Hein, Yasmine? Tout à fait. Il faut voir ça avec lui, parce que nous avons des ressources pour accompagner donc l'innovation en Côte d'Ivoire. Comment concrètement nous pouvons aider l'entreprise de M. Koné à avancer sur des points concrets que nous, on peut présenter d'ici 1 an ou 2 ans en termes de bilan. Voilà. Donc ça, c'est important. Voilà.
Voilà, donc je vais m'arrêter là en vous remerciant pour tout ce que vous nous avez appris, M. Koné, et nous restons à votre disposition. Voilà. Ben, écoutez, je pense que c'est un honneur pour moi aussi de partager en tout cas ma modestie expérience à tout l'auditoire. Je pense que j'ai une dernière question que j'ai vue que je n'avais pas percutée. Il y a un auditeur qui demandait, mais derrière Toliba, c'était quoi la success stories? Alors, je pense que je vais terminer sur ça pour dire à cet auditeur-là qu'effectivement, en 2017, j'étais seul, quasiment seul, quand j'ai commencé. Aujourd'hui, on a à peu près 42 personnes. C'est encourageant. Et on était parti sur une usine de 1000 mètres carrés. Aujourd'hui, je pense que là, d'ici, en tout cas, on prie Dieu, d'ici janvier 2022, on vient d'avoir une partie d'investissement qui va nous permettre, en tout cas, de mettre en place une usine sur 7 hectares, donc dans la zone de Beaunois, pour mettre en place, en tout cas, la toute première usine moderne de recyclage en Côte d'Ivoire qui aura une capacité de 15 000 tonnes de déchets plastiques. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est un peu ça. Donc, ça monte un peu de là où on a commencé pour dire qu'il ne faut jamais, mais jamais désespérer. Il faut toujours y croire. Ce n'est pas facile. C'est vrai qu'au départ, tout le monde répète ça, ce n'est pas facile. Mais effectivement, ce n'est pas facile. Mais à force de persévérer, à force d'y croire, on y arrive toujours. Donc, voilà. Donc c'est sûr, c'est une note d'espoir que je souhaiterais en tout cas vous dire merci de m'avoir associé en tout cas à ce webinaire. Et moi, je suis là, donc je reste à votre disposition, n'hésitez pas. Et puis, merci une fois de plus à tout le monde, à Dr Sangaré, à Madame Touré, en tout cas, qui a fait un effort considérable. Ce n'était pas évident au départ pour une question d'agenda. Et merci à tous ceux qui ont pris le temps de m'avoir écouté. Merci à tout le monde. Merci à tous. Et puis, bonne fin d'après-midi. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.